bonjour à chacun, chacune pour cet art café de rentrée, de reprise. Voilà, j'espère que pour chacun d'entre vous, ça a été un bel été et que voilà, la rentrée, des fois, c'est toujours un petit peu violent après l'été. Voilà, beaucoup de choses qui redémarrent. Ce matin, on avait un petit peu d'humour. On se disait que c'était peut-être un peu tôt pour parler d'éthique. Voilà, 8 heures le matin, mais voilà, c'est comme ça. On est heureux d'accueillir Margot Hilly, docteur en éthique. Elle va se présenter plus largement. Voilà, j'ai rencontré Margot il y a pas tout à fait un an maintenant. Voilà, c'était à Toulon lors des ateliers santé sociale organisés par le DAC Var Ouest et j'avais trouvé son intervention très pertinente. Et voilà, on est rentré en contact et la voilà aujourd'hui avec Arcasud pour cet Art Café. Alors l'éthique, c'est un sujet que moi je le qualifierais de vaste. En tout cas, peut-être que on a besoin de reclarifier de quoi on parle, hein. Ça sera l'objet de ce matin. C'est un sujet vaste qui sera effleuré en 40 minutes, hein, voilà, plus vos questions. Donc, ça nécessite quand même de la formation. Mais je dirais que l'éthique, quelque part, on en fait tous un peu à partir du moment où on se pose des questions sur ce qu'on fait, sur comment on le fait et pourquoi on le fait. Donc, voilà, c'est intéressant peut-être de le formaliser. Par contre, voilà, peut-être qu'on le pratique de manière intuitive ou voilà, informelle. Mais c'est peut-être, puisqu'il y avait ces questions là en préparation de cette intervention, comment formaliser, comment mettre en place un comité éthique dans une organisation ou voilà, dans une organisation régionale, comment on peut se référer à une instance qui pourrait parler, traiter d'éthique. Voilà un petit peu l'enjeu ce matin d'ouvrir un peu la porte. Voilà, en tout cas, on est heureux de pouvoir partager ce sujet avec vous. Il y avait des questions aussi, savoir s'il y aurait des références, biblio, etc. Oui, bien sûr, il y a une bibliographie qui est préparée et donc vous aurez toutes ces références. On partagera également le support normalement. Voilà, en tout cas, vous aurez des éléments pour pouvoir continuer à approfondir le sujet et après, ben, Margot, elle est aussi disponible, hein. Elle partagera peut-être son activité, mais voilà, elle est formatrice aussi. Donc, si vous avez des souhaits de formation, pour vous, pour vos organisations, Margot pourra aussi vous proposer des choses. Voilà. Moi, je ne vais pas en dire plus. Ben, on va laisser la place à Margot pour se présenter et nous introduire dans ce sujet de l'éthique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je commence par remercier voilà, les organisateurs de cet Art Café et de m'avoir invité à vous présenter l'éthique ce matin. Vous avez fait une petite présentation déjà, donc voilà, je vais quand même approfondir, je pense, pendant une quarantaine de minutes. Oui, donc je disais, on rigolait un petit peu ce matin, c'est vrai, parce que je vais donc vous parler d'éthique, vous parler de philosophie aussi un petit peu, et c'est vrai qu'à 8 heures du matin, ça va être un peu intense, mais on est ensemble pour passer un moment agréable, j'espère. Voilà, donc je remercie Olivier François et Laetitia Béguin pour nos échanges qui donc commencent à dater de plusieurs mois et qui continuent. Donc merci pour votre confiance en me permettant de proposer aujourd'hui cet éclairage sur l'éthique, sur ces enjeux. Alors, je me présente, je m'appelle Margot Hilly, je suis philosophe de formation, je suis docteur en éthique et je suis directrice du centre de formation en éthique Forméthique. Moi, j'enseigne l'éthique depuis bientôt 10 ans maintenant à l'université, en IFSI, en IFE aussi, pour les élèves infirmiers ergothérapeutes. Je participe aussi à divers comités au sein de l'espace éthique PACA Corse. Je parlerai un petit peu plus précisément après de cette institution. Je suis également membre du conseil pédagogique et scientifique d'Arca Sud avec grand plaisir. Parce que aussi ces problématiques, c'est vrai, liées à la santé mentale, me sont assez chères. Je fais notamment partie donc, du comité éthique et psychiatrie à l'espace éthique PACA Corse. Donc voilà, avec cette conférence ce matin, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en vous proposant ce travail de définition. Un travail de définition, parce que vous l'avez peut-être remarqué, l'éthique est de plus en plus présente.
dans les débats, dans les recommandations, dans les référentiels aussi maintenant. On la voit également sur les tablettes de chocolat. Ça ne veut pas dire que nous savons clairement de quoi il s'agit. Alors, on va commencer par un travail de définition nécessaire. Ensuite, j'évoquerai plusieurs concepts et repères qui sont un peu associés à l'éthique, mais c'est quand même important de les différencier. Je finirai sur les enjeux contemporains de l'éthique appliqués aux soins et à l'accompagnement, donc en particulier dans le domaine de la dictologie qui nous concerne ce matin. Donc, bienvenue dans cette demi-heure, trois quarts d'heure, avec une introduction un peu, vous allez voir, philosophique. Alors, pour bien savoir de quoi nous parlons, nous allons commencer par l'étymologie. Le mot en question, éthique, ça provient du grec ethos. C'est ce qu'on traduit généralement par le caractère, la manière d'être d'un individu. On va parler de l'éthos d'une personne, c'est son comportement en fait, c'est sa posture. Et on parlait de cet ethos dans la Grèce antique, hein, c'est donc en grec ancien, comme sa stature, comme ce qui émane d'elle en fait. Le médecin, par exemple, dans la Grèce antique, avait un certain ethos. Voilà. Je rappelle qu'Hippocrate avait rédigé un serment dans la Grèce antique, donc il y avait quand même cette stature déjà du médecin, ce rôle particulier du médecin. Et c'est ainsi que l'éthique, petit à petit, en fait, est passée de l'éthos comportement à la manière d'être, à l'éthique, le bon comportement, la bonne manière d'être. C'est ce qui relèvera donc du comportement juste, en fait, au niveau étymologique. Ça rejoint un petit peu éthiquer, épistémer, ce qui signifierait grossièrement la science morale. Donc, ce qu'il faut remarquer dans cette posture, c'est qu'aujourd'hui, nous utilisons beaucoup ce mot comme un guide, un petit peu comme un objectif à atteindre. On voit qu'il faut avoir un peu cette posture professionnelle. C'est ce qui fait de nous un bon professionnel, d'ailleurs, hein, n'est-ce pas? L'un ne va pas vraiment sans l'autre. Un professionnel, c'est quelqu'un qui agit comme tel. C'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui souvent quand on parle d'éthique. On dit qu'on agit avec éthique. On fait de l'éthique vraiment une façon d'être, un adjectif même, en fait, qui va qualifier l'attitude de quelqu'un au travail, par exemple. On va dire, lui, elle travaille de façon éthique. Voilà. Ça, c'est pour la dimension donc étymologique. Maintenant, quand nous parlons d'éthique, on va parler surtout en fait d'une discipline qui est philosophique. Moi, par exemple, j'ai un doctorat en éthique, donc c'est bien que c'est une discipline que j'ai étudiée. J'ai même consacré une thèse sur le consentement à la recherche clinique. Si vous voulez la lire, elle est disponible. Voilà, il y a quand même 300 et quelques pages de philo, mais pourquoi pas. Mais donc, avant ce doctorat, j'ai étudié la philosophie morale et l'épistémologie, voilà, la philosophie des sciences. L'origine philosophique de l'éthique, ça n'en fait pas pour autant une discipline qui est purement théorique. Okay, on aurait d'ailleurs tort de penser que la philosophie, c'est que des réflexions existentielles sur l'être et le néant. Il y a beaucoup de courants en philosophie, ce n'est pas que de la métaphysique. Et il y a toute une partie de la philosophie, en fait, qui est très, très ancrée dans le réel. Pour vous montrer cette idée-là, j'ai fait un petit schéma que vous voyez sur le PowerPoint. Alors bon, c'est moi qui ai réalisé ce schéma, hein, faudra m'excuser, la hiérarchisation ne plaira peut-être pas à tout le monde. Moi, je la trouve assez utile pour les non-initiés, parce que ça aide bien à situer, en fait, où se place l'éthique et l'éthique du soin, l'accompagnement en particulier. Donc, vous voyez qu'il existe en haut une philosophie dite pratique. Voilà. Ça, c'est ce qui est ancré dans la réalité du monde. Voilà. On n'est pas sur de la métaphysique, on est sur du concret. Maintenant, dans cette philosophie pratique, il va y avoir plusieurs orientations. On va voir d'un côté les théories politiques, les théories économiques, la philosophie du droit. Voilà. En somme, c'est un peu tout ce qui a trait aux réflexions sur la société, sur l'État. Et on va voir un autre aspect qui sera donc les philosophies morales, donc celles qui s'intéressent au comportement humain et au bien agir en particulier. Et c'est là donc qu'on va retrouver l'éthique, plutôt les éthiques. On va avoir d'un côté qu'elle peut être théorique ou alors pratique. Elle va être normative, donc théorique, ou alors pratique, c'est-à-dire appliquée. Du côté normatif, donc elle réfléchit aux normes en elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elle va se demander qu'est-ce qu'une action juste, qu'est-ce que bien agir, elle va écrire les normes en fait. Elle est normative dans le sens où elle pense ces normes.
De l'autre côté, on va avoir des normes qui en fait sont mises en application dans des domaines très très concrets. Alors, je reviens sur la partie théorique normative. C'est une partie qui est dite prescriptive, c'est-à-dire qu'on va se demander comment bien agir, qu'est-ce qu'une action juste, comment vivre bien aussi. C'est la partie qui est un peu plus fondamentale. C'est une éthique qu'on appellera un peu en amont. Hein. C'est quelque chose qui se passe avant l'action. En amont, comme dirait Paul Ricoeur, je reviendrai sur ce philosophe. Ça va concerner différents mouvements aussi d'éthique contemporaine. Voilà, bon, je les cite par principe, je n'ai pas le temps de détailler. L'utilitarisme, le déontologisme, l'éthique des vertus, etc. Le principisme aussi, qui fait partie de ces mouvements. Et de l'autre côté, les éthiques appliquées, ce qui est plutôt par là où vous vous situez, en fait, en tant que professionnel. Donc là, c'est la partie qui est dite en aval. Hein, ça va vraiment être les lieux de la sagesse pratique, en référence à la praxis d'Aristote, aux réalités concrètes du monde. Et c'est donc une réflexion qui est appliquée à un domaine précis. Ça va être à l'environnement, à la médecine, au management, au social, et j'en passe. Donc c'est l'autre versant du normatif, c'est la partie qui est plus singulière, ce sont les cas concrets. C'est vraiment l'application des normes, en fait, en situation réelle. Moi, ce que j'apprends aux professionnels dans mes formations, c'est à savoir faire, en fait, un aller-retour entre la théorie et la pratique, hein. C'est-à-dire à s'interroger, sur les fondements de l'action juste, sur, pourquoi est-ce que ça, c'est bien agir et ça, ce serait pas bien agir et cetera. Mais, l'intérêt étant de pouvoir cibler des situations bien réelles, celles qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Hem Si on veut insérer l'éthique dans notre pratique professionnelle, en fait, ce que souhaitent faire de plus en plus d'établissements, hein, maintenant, il y a de plus en plus même, au-delà du souhait, il y a des recommandations, en ce sens. Pour bien faire ça, il faut savoir utiliser, en fait, les outils, qui sont fournis par cette éthique normative. Il faut connaître un petit peu, voilà, ces grands principes éthiques, un peu ces mouvements éthiques. Les outils, par exemple, moi, je travaille beaucoup avec ce qui s'appelle les principes éthiques de Beauchamp et de Childress. Et voilà, notamment dans la conférence où nous sommes rencontrés avec Olivier François, où on parlait des bêtes-bloqueurs, j'ai utilisé ces grands principes éthiques pour montrer les difficultés éthiques qu'il pouvait y avoir quand on pensait aux situations des mal nommés bêtes-bloqueurs. Euh, vous trouverez l'ouvrage en référence dans la bibliographie pour les principes éthiques de Beauchamp et Childress. J'en reparlerai un petit peu après. On peut aussi avoir comme outil de travail, alors c'est toujours des outils réflexifs, hein, c'est assez théorique, c'est un travail intellectuel, mais on va avoir une réflexion sur les valeurs qui vont porter le métier, etc. Donc moi, si je veux résumer en fait mon travail, je dirais que je fais de l'éthique appliquée aux soins et à l'accompagnement, donc je suis tout en bas du schéma, mais pour pouvoir travailler correctement dans ces domaines-là, je vais utiliser les outils de l'éthique normative. Donc concrètement, après, avec les professionnels, je vais finalement réussir comme ça à les aider à reformuler les situations complexes qu'ils vivent, en utilisant un angle éthique, les lunettes un peu éthiques, comme je dis des fois. Ça va les aider souvent à résoudre les dilemmes qu'ils rencontrent, de prendre du recul, de voir les choses autrement. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'aborder cet angle éthique, ça permet beaucoup de retrouver du sens dans la pratique quotidienne aussi, hein. Ça permet de prendre un peu de recul, de hauteur sur ce qu'on vit un peu au quotidien et de discuter de ce qui fait sens dans ces métiers. Voilà, alors ça fait peut-être beaucoup là pour 8h17 du matin, la partie normative théorique. Donc, j'arrête sur cette partie philosophique. Je vais revenir un petit peu, mais c'est important d'avoir cette représentation à l'esprit. Voilà, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi en fait la philosophie elle est fondamentale si on veut faire de l'éthique. L'éthique, et vous l'avez justement dit, Olivier François, au début en présentation, l'éthique c'est vraiment un travail de remise en question. En fait. C'est un travail de réflexion profonde sur nos actions. Donc c'est vraiment indéniablement philosophique. On peut se demander qu'est-ce qu'une bonne action, on pourrait se demander qu'est-ce que le bien et le mal, voilà. On peut se demander comment bien faire de l'éthique, d'ailleurs, on ferait de la métaéthique si on s'interroge sur tout ça. Mais en se posant ces questions, en fait, ce qui est important, c'est de continuer à se poser, à s'interroger sur ces choses-là. Voilà.
Aujourd'hui, il y a des lois, des référentiels qui vont demander aux structures d'avoir cette démarche éthique. Alors bon, c'est important d'arriver à quand même s'entendre sur une définition de celle-ci. Et j'y viens tout de suite. On va voir la définition ensemble. Alors, quel est le sujet de l'éthique? Voilà. Donc en mélangeant ce qu'on sait de son origine, c'est-à-dire la philosophie morale, ce qu'on sait de son étymologie, c'est-à-dire l'éthos, le comportement, et aussi des attendus de nos sociétés contemporaines, on arrive à cette définition. On voit que l'éthique, vous pouvez voir sur la diapo, c'est une discipline philosophique portant sur les jugements moraux. C'est une réflexion continue sur les principes de l'action juste. L'éthique est adaptative, elle est évolutive, et elle peut traiter du particulier comme du général. Alors, je vais découper cette définition pour qu'on y voit un peu plus clair. Donc l'éthique, c'est une discipline philosophique. Ok, on l'a vu. Elle porte sur les jugements moraux aussi, on a vu que ça vient de la philosophie morale. Donc en éthique, on s'intéresse à la dimension morale de l'action. Est-ce que j'agis de la bonne façon? Comment être quelqu'un de bon, de juste, etc. Mais on ne va pas s'arrêter là. En éthique, on ne va pas se contenter de dire bon, ça c'est la bonne chose à faire et basta, hein, pas du tout. C'est une réflexion qui est continue sur les principes de l'action juste. Donc je reprends ce mot continu. Cette réflexion, elle est forcément continue parce qu'elle se fait dans un temps. On va dire l'éthique appliquée, par exemple, c'est dans un domaine précis et ça se fait dans un temps, dans un lieu, dans une société. L'éthique qu'on faisait, par exemple, en 1980, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait maintenant en 2025. Et en fait, heureusement, hein, l'éthique a le souci de s'adapter à la société dans laquelle elle vit. Elle ne peut pas se permettre d'être enfermée dans des conceptions qui sont dépassées. Déjà, parce que les mœurs évoluent, la société évolue, c'est comme ça. Par exemple, la PMA, qui était à peine inventée dans les années 80, était impensable pour les couples de femmes homosexuelles. Puis je rappelle quand même que l'homosexualité était encore pénalisée début 80. Voilà. Donc il y a quand même une évolution des mœurs, de la société, il y a une évolution des techniques qui font que les problèmes en fait ne seront pas les mêmes selon les époques. Et c'est pour ça que l'éthique doit avoir cette réflexion continue, elle doit sans cesse vraiment s'adapter. Et elle doit vraiment évoluer. Les réflexions autour de l'IA, par exemple, qu'il y a beaucoup actuellement en éthique, parce que ça concerne vraiment, là, dans la société, on est en plein dedans. On voit l'impact de l'IA sur nos vies, on s'inquiète un petit peu de l'impact que ça aura, aussi bien dans le monde professionnel que personnel. Bon, ces réflexions-là, on ne pouvait pas les faire il y a 40 ans. Là, maintenant, nous sommes concrètement dedans, donc c'est le moment d'y penser quand on a tous les tenants et aboutissants en face. Donc l'éthique doit s'adapter, elle doit évoluer. Et vous voyez en dessous, dans la diapo, elle peut traiter du particulier comme du général. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'éthique en analysant une situation très précise. Par exemple, un professionnel rencontre une situation avec tel patient, tel jour, voilà, donc très précis, on est sur du cas pratique en fait. Et on peut avoir des enjeux autour d'une problématique plus globale. Par exemple, des questionnements entre autonomie et consommation de substances, quelle place pour le libre choix? Voilà. Là, on va être dans des réflexions qui seront peut-être un peu plus transversales, toujours spécifiques à une discipline, mais on n'est pas forcément sur du cas pratique, sur du cas clinique, quoi. Donc faire de l'éthique, c'est apprendre à jongler en fait entre les grands concepts philosophiques et les problèmes plus plats, plus particuliers. Voilà, c'est faire appel à un savoir millénaire, hein, celui de la philosophie, pour pouvoir nourrir et éclairer les situations, parfois les dilemmes que nous rencontrons au quotidien, hein, ça arrive. Moi, par exemple, quand je réalise des séances d'APP, donc d'analyse de pratique professionnelle, j'apporte mes connaissances éthiques et philosophiques aux professionnels et on va réfléchir ensemble aux situations concrètes qu'ils rencontrent à travers des cas pratiques, des vignettes cliniques en fait, qu'ils sont en train de vivre. Alors je dis clinique, c'est pas toujours dans le soin, parfois c'est dans l'accompagnement, dans le milieu du social, mais c'est le principe du cas pratique, quoi. Donc concrètement, ça va être philosopher, éclairer les difficultés propres au métier. Voilà. Par là même, parfois, les difficultés de l'existence, hein, puisque la philosophie a cet avantage d'avoir attrait à l'universel.
Alors, ce qu'en disent les philosophes, d'un autre côté, moi, la définition que je viens de vous donner, je trouve que c'est assez parlant pour les professionnels. Enfin, on voit bien que faire de l'éthique, c'est réfléchir, s'interroger, questionner les pratiques. C'est aussi avoir le souci d'être juste, de prendre la bonne décision, de respecter l'autre. Mais si on a quand même des difficultés à cerner les contours de l'éthique, c'est bien la raison, hein. La définition que je vous donne, moi, c'est le fruit de mes années de recherche, c'est mon analyse, c'est mon travail. Si vous surfez un peu sur le web, je suis sûre que vous en trouverez d'autres. Et d'ailleurs, je vais vous en proposer quelques autres en nous appuyant un peu sur les philosophes. Et on va remonter il y a quelques lunes, 2400 ans environ, avec Aristote. Euh, Aristote, pour lui, par exemple, sa définition de l'éthique, qu'est-ce que c'est? C'est d'arriver à accomplir une action modérée, vertueuse, juste, qui mènera au bonheur. Voilà, ce qu'il appelait le souverain bien. Donc l'éthique d'Aristote, c'est pour la partie technique, on appelle ça une éthique téléologique, c'est-à-dire que le but de l'agir éthique, c'est l'accès au bonheur. L'éthique doit œuvrer vers ce but, cet objectif final, vers le télos, du coup, grec. Donc, par exemple, pour Aristote, l'exemple qu'il prend, c'est dans le cas d'un soldat à la guerre. Qu'est-ce que c'est l'action éthique? Ce qu'il faut faire pour le soldat, c'est d'être courageux. Pourquoi? Parce que être courageux, certainement, c'est ce qui amènerait au bonheur, on va dire. On peut se demander pourquoi tout ça. Parce que c'est le juste milieu entre deux traits de personnalité qui sont trop extrêmes. Et ce juste milieu, cette médiété, du coup, c'est ce qu'il appellera une vertu. On sait ce que c'est, les vertus sont ces traits de personnalité un petit peu valorisés, hein, qu'on essaie d'atteindre. Et pour Aristote, comment est-ce qu'on reconnaît une vertu? Ben, on sait que c'est le juste milieu. Par exemple, le courage est le juste milieu pour un soldat entre le lâche d'un côté qui fuirait devant le combat, qui partirait et qui laisserait tomber tout le monde, et de l'autre côté, on a le téméraire qui en fait partirait devant tête baissée et se ferait tuer. Bon, ces deux extrêmes ne servent à rien dans la construction guerrière. Ce qu'il faudrait être, c'est juste au milieu, c'est-à-dire courageux, suffisamment courageux pour aller au front, pour aller en face, mais pas non plus trop téméraire pour prendre des décisions insensées. Okay. Là, on a l'idée du bien agir. Le courage, en fait, c'est une vertu. C'est ce qui est juste au milieu et c'est ce qui permet de mener une vie bonne. Bon, le but étant pour Aristote d'atteindre le bonheur, voilà, ça c'est sa théorie. Et cette éthique des vertus, euh, elle est en lien vraiment avec ce qu'il appelait la phronésie, c'est-à-dire la prudence. Voilà. C'est important de prendre un petit temps de recul, de réfléchir aux enjeux de ce qui se passe, au bon comportement, d'être prudent dans ses actions et d'essayer de rester dans le juste milieu. Bon, là, je résume très rapidement l'éthique à Nicomaque d'Aristote. Hein. Bon, le but, c'est pas de faire un cours de philo, mais de vous donner un peu les outils, voilà, pour comprendre ce que c'est l'éthique, comment est-ce que l'on de certains. Il y a certains mouvements qui sont largement inspirés maintenant de la philosophie d'Aristote et qui continuent d'évoluer aujourd'hui. Quand on vous dit notamment que ce qui est important, c'est d'avoir certains traits de caractère, c'est de vous ce qui fait un bon professionnel, quoi. Voilà. Vous voyez, là, c'est la suite de ce courant de pensée-là. Quand vous pensez, vous, que d'avoir tel trait de caractère, c'est ce qui va faire un bon professionnel et que le but, c'est de devenir vraiment assez persévérant, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être voilà. Si vous vous focalisez un peu sur ces vertus, on va dire, eh bien, vous savez que vous êtes un des héritiers d'Aristote, quoi. Alors, si on continue sur cette lancée, on va remonter, enfin revenir un petit peu vers nous plutôt, parce que là on était 2400 ans en arrière. On va regarder du côté de Kant, figure emblématique de la philosophie morale que j'aborde assez rapidement, parce que Kant c'est un sacré morceau, mais bon, c'est important d'en parler parce que c'est vraiment un emblème de la philosophie morale. Euh, pour Kant, l'action juste, c'est une action qui est conforme au devoir. Hein. Ce qui est important, en fait, c'est la façon de faire. C'est pas le but recherché.
Vous connaissez la phrase bien connue de Machiavel, la fin justifie les moyens. Voilà. Tout le monde connaît cette phrase qui est souvent tournée un peu de façon cruelle, hein. La fin justifie les moyens. Kant nous dirait absolument pas. La seule chose importante, ben, ce sont les moyens. Voilà, ce sont vraiment les moyens qui comptent. Si pour avoir la paix, on passe par la guerre, c'est pas éthique. Voilà. Donc, dans la pensée kantienne, on va dire que ben, dire la vérité, c'est mon devoir, par exemple, même si parfois le mensonge peut apparaître plus facile, plus logique, selon la situation, ce serait peut-être la bonne chose à faire. Peu importe. Kant dit on a un devoir, dire la vérité, on se fixe à ce devoir et on n'en déroge sous aucun prétexte. Il est assez radical dans sa façon de penser. Et c'est un discours, voilà, dire la vérité, c'est ce devoir moral. Il faut aussi agir rationnellement, donc ne pas vraiment céder à la tentation. Il faut toujours être un petit peu dans l'action réfléchie. Il faut agir vraiment par devoir. C'est un discours qu'on reconnaît beaucoup aujourd'hui, par exemple chez les médecins qui sont opposés au droit à mourir. Ils vont invoquer le devoir de préserver la vie. Là où certains pourraient penser que la situation devrait donner lieu à un acte exceptionnel parce que situation exceptionnelle, et cetera, le médecin kantien dirait que son devoir, c'est la préservation de la vie. Son devoir, c'est le prendre soin et donner la mort va à l'encontre de ce devoir. Donc peu importe la situation, il faut rester fidèle à ses devoirs. Voilà, bon, je résume, globalement encore, mais vous comprenez qu'ici, ce qui est important, en fait, ce sont nos actes. C'est pas les conséquences attendues. En éthique, ce qu'on a dans ce mouvement kantien qui s'appelle l'éthique déontologique, voilà, c'est en partie théorique, dans cette éthique-là, on prend vraiment conscience que l'important, c'est d'être fidèle à ses grands principes et peu importe la situation, on ne doit pas y déroger, en fait, et c'est ce qui fait qu'on a un agir éthique. Bon, il y a d'autres philosophies qui vont au contraire valoriser les conséquences à atteindre. Je ne vais pas m'attarder sur ça, mais c'est intéressant en fait d'apprendre à réfléchir grâce à ces penseurs. C'est important d'avoir ces références-là parce que ça nous permet aussi d'accéder à des raisonnements qui nous poussent un peu dans nos retranchements. Euh, Moi, par exemple, j'ai pas particulièrement, on va dire même personnellement, je trouve que réfléchir en fonction des conséquences à chaque fois, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement. Mais je vais aller lire ces penseurs-là qui ont cette éthique des conséquences et je vais aller m'intéresser à ces sujets-là parce que ça permet aussi d'ouvrir l'esprit, de voir les choses autrement, quoi. C'est intéressant. C'est comme ça d'ailleurs que la philosophie œuvre en général, hein. Elle va forger un peu notre réflexion. On va se nourrir de grands penseurs qui nous font voir le monde autrement, quoi. On s'ouvre l'esprit, hein, bah, en général, même dans la vie, hein, on s'ouvre l'esprit à la rencontre de l'autre et du différent, hein, j'ai envie de vous le dire. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Euh, Troisième et dernier philosophe que je cite, c'est Paul Ricoeur, qui a fait un travail intéressant sur l'éthique et qui a donné cette définition que vous voyez en citation sur la diapo. Il disait que la visée éthique, c'est celle d'une vie bonne avec et pour l'autre dans des institutions justes. Dans Soi-même comme un autre, il nous propose en fait une éthique pratique, ce qu'il appelait lui sa petite éthique, voilà, qui est constituée par trois moments différents, mais qui sont quand même liés. On a, au début de la phrase, vous voyez, on a l'idée de la visée de la vie bonne, donc ce qui est personnel, le pôle je, moi. Ensuite, on a avec et pour l'autre, donc ce qui concerne le tu, la personne en face de moi, le pôle tu, et dans des institutions qui, elles, sont justes, donc là, on a la société dans son ensemble, on a le pôle il. Et on commence en fait par constater que l'éthique, c'est avoir le souci du juste, d'accord, mais il faut considérer tout ça dans un ensemble. D'abord le souci de soi, donc l'estime de soi. Ensuite, le souci de l'autre, donc ce qu'on appelle la sollicitude, et ce qui est largement demandé aux professionnels du soin et de l'accompagnement, de faire preuve de sollicitude dans le prendre soin, en fait, hein, d'être à l'écoute de l'autre. Et puis, le souci donc de l'institution avec la justice, un peu comme pierre angulaire de chaque institution, et avec ces structures qui sont censées nous permettre de vivre tous ensemble et de mener la vie que l'on souhaite, et puis une vie bonne
de concert entre toutes ces individualités. Voilà. Avec la pensée de Ricoeur, on comprend que tout est interconnecté. L'agir éthique, ça commence par soi, mais in fine, ça va nous concerner tous. Il remarque d'ailleurs que l'éthique médicale, c'est plutôt la partie donc pour l'autre avec la sollicitude, hein, ce que je vous ai dit, et que par exemple la partie plus justice, judiciaire, etc., c'est la volonté de préserver nos institutions et la justice dans la sécurité dans son ensemble. Voilà, donc vous voyez bien qu'avec ces 3 analyses qui ont suivi ma propre analyse, en fait, il n'y aura jamais une définition et une réponse, comme il n'y aura jamais une solution aussi à un problème éthique, hein. Quand vous rencontrez un problème éthique au travail, voire un dilemme éthique, si c'est complexe, c'est bien parce que la solution évidente n'existe pas. Voilà. Donc l'éthique, c'est complexe dans la théorie aussi, dans sa construction, et c'est complexe dans la pratique avec son application. Je passe à la deuxième partie de cette conférence avec les repères éthiques, donc où j'ai travaillé un peu sur des concepts voisins qu'on pourrait confondre avec l'éthique. C'est des termes d'ailleurs qu'on emploie souvent de façon un peu confuse parce que c'est assez proche. Bon, faut se rappeler que si ces mots différents aussi existent, ben c'est bien que ce sont des choses différentes, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà, ce sont des termes qui sont vraiment voisins. Et on va commencer par celui qui revient le plus souvent quand on parle d'éthique, c'est la morale. C'est vraiment, vraiment difficile de distinguer les deux. Je vous le dis d'entrée. Certains philosophes, d'ailleurs, s'y refusent complètement, en disant que la morale et l'éthique, c'est une seule et même chose. Moi, j'essaie quand même de les distinguer, parce que je crois que ça aide à la réflexion éthique. Quand on parle de morale, en général, on fait référence quand même, je trouve, à une certaine tradition de ce qui est bien, de ce qui est mal. Euh, c'est d'ailleurs ce qui est défini comme bien ou mal dans une société, souvent la morale. Et dans l'imaginaire collectif aussi, on retrouve dans la morale des préférences religieuses, on retrouve une certaine histoire des mœurs, qui ont parfois du mal à s'articuler avec les réalités contemporaines. C'est pour ça que moi je préfère distinguer éthique et morale. Je dirais que la notion de bien et de mal a largement évolué au fil de l'histoire, mais il nous arrive encore de dire oh, bah, ça c'est bien de faire ça et ça c'est mal de faire ça de façon assez catégorique, sans vraiment réussir à expliquer pourquoi ce serait bien ou mal. Voilà. Vous savez, par exemple, avec les manifestations contre la PMA pour toutes, par exemple, il y a quelques années, ou pour être plus dans votre sujet, avec les inquiétudes de certains concernant les salles de consommation à moindre risque, on peut entendre que ces salles de consommation ou que l'homoparentalité, bah, c'est mal, machin, c'est pas bien, les salles de consommation, c'est pas bien, ce genre d'endroit. Mais si on demande pourquoi, euh, on ne saura pas forcément quoi répondre autrement que le parce que c'est comme ça. Vous voyez ce que je veux dire, l'espèce d'argument un petit peu dogmatique. Ce sont des arguments en plus qui, en général, ne tiennent pas le coup face aux preuves scientifiques. Donc on voit bien qu'ils sont aussi retranchés derrière des traditions morales, entre guillemets, qui viennent où nous, après, on va venir se heurter au dogme établi. Si jamais on pose ces questions, on va venir se heurter au c'est comme ça, au dogme, à l'immuable un peu. Et on peut retrouver ici ce qu'on appelle la panique morale. Hein, voilà, je rejoins avec le mot morale. Je fais ce petit rapprochement. Donc la panique morale, c'est un concept qui est sociologique à la base, développé dans les années 70 et qui a été travaillé par le philosophe ruénogien dans les années 2000. C'est une inquiétude un peu disproportionnée face à une pratique minoritaire, et on a peur que cette pratique risque d'envahir la société, de répandre sa déviance. Voilà. Et ce concept de panique morale, il est vraiment très intéressant en philosophie morale parce qu'il fonde vraiment la rencontre entre l'éthique et le dogmatisme, entre la réflexion sur l'action juste et le refus de la réflexion face à l'angoisse, en fait. Le retranchement derrière les arguments dogmatiques, le parce que c'est comme ça et c'est tout. Lorsqu'on parle de morale en désignant ce qui est moral et ce qui ne l'est pas, en général, on fait référence à ce type d'argument, à l'argument dogmatique immuable, même s'il est infondé. Donc voilà, la morale serait plutôt un peu l'ensemble, on va dire, de ces traditions ancrées qui définissent le bien et le mal dans une société. Et
Alors, voilà, c'est pour ça que moi, je préfère la différencier de l'éthique, parce que l'éthique est une quête de sens, c'est une réflexion, c'est une remise en question continue. On ne peut pas se permettre en éthique d'être arrêté sur certains principes. On n'aurait pas vraiment compris, je pense, le sens si on se refusait à la réflexion en éthique. Vous voyez? Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être plutôt d'un versant ou d'un autre, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de s'interroger sur ces sujets, sur les sujets qui méritent de l'être. Donc l'éthique, voilà, interroge et continuera d'interroger de toute façon, c'est toute sa vocation. Encore une fois, là, je modère un peu mon propos. Je vous rappelle qu'il y a d'autres courants de pensée, d'autres façons même d'envisager la distinction morale et éthique. Je vous ai dit, certains philosophes ne distinguent pas du tout, disent que c'est la même chose. Et il y a d'autres philosophes, par exemple Habermas, qui disait qu'il ne faut pas confondre les questions morales qui ont une dimension vraiment universelle des problèmes éthiques qui vont se rapporter en fait au choix axiologique préférentiel de chacun. Alors, axiologique signifiant valeur, ça veut dire que nous avons tous des valeurs, ou du moins nous les hiérarchisons d'une certaine façon. Là où la morale c'est l'universel, l'éthique c'est la perception particulière de chaque individu de ces valeurs-là. Hein. L'éthique, c'est cette subjectivité dans la perception des événements. Et le but, le jeu même de l'éthique, j'ai envie de dire, avec Habermas, c'est d'arriver, grâce à la communication, à une entente, en fait. Quand il y a autant de personnalités, de valeurs différentes qui coexistent, hein, le but de l'éthique, c'est d'arriver à s'entendre et à communiquer tous ensemble. Autre exemple, Ricoeur, dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, qui va distinguer la morale de l'éthique en mentionnant d'un côté le caractère obligatoire de l'injonction morale. Donc la morale, c'est un peu cette chose un peu rigide dont je vous parlais, là c'est le caractère obligatoire, face à ce qui est estimé bon du côté de l'éthique. En faisant cela, il s'inspire des traditions morales classiques en philosophie. J'ai discuté un petit peu d'Aristote, de Kant, voilà. Bon, encore beaucoup de références donc de philosophes pour rappeler que l'éthique c'est un sujet complexe qui est nourri de nombreuses perspectives. C'est cette richesse aussi qui permet d'aborder avec confiance et avec force des événements difficiles qui nous arrivent professionnellement ou même dans l'existence, puisqu'il y a ce lien avec la philosophie, avec cette histoire qui est celle des lumières aussi, joliment appelées, les lumières comme un éclairage qui est difficile mais qui est nécessaire. La philosophie et l'éthique ne font qu'un, mais c'est vrai que morale et éthique, moi, je pense que c'est quand même à penser, on va dire, en se tenant la main. Voilà. Elles sont différentes, mais elles ont quand même chacune un peu besoin de l'autre pour avancer, je pense. Donc on peut maintenant aborder un nouveau concept à ne pas confondre non plus, qui est la déontologie. La déontologie, donc c'est... alors tout à l'heure j'ai dit que Kant avait cette morale déontologiste, c'est pas la même chose exactement. Il y a un peu la même... cette même idée de l'obéissance au devoir, puisque la déontologie, c'est un néologisme, c'est-à-dire c'est un nouveau mot qui a été inventé par le philosophe Jeremy Bentham, philosophe anglais du XVIIIe siècle, qui a largement écrit sur la philosophie morale et sur ce qu'il convient de faire. Et on a gardé ce mot déontologie parce que l'étymologie vraiment est parlante. L'étymologie, c'est le déon, ce qu'il convient de faire, et le logos, le discours, la science. Donc, autrement dit, déontologie, c'est littéralement le discours sur ce qu'il convient de faire. Okay, et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve dans tous les codes aujourd'hui. Tous les codes de déontologie, qu'est-ce que c'est? Ce sont des discours écrits sur ce qu'il convient de faire dans un métier précis. Donc, pour vous donner une définition plus précise, la déontologie professionnelle, c'est un ensemble de règles éthiques qui sont applicables à une profession et qui sont recueillies dans un code. Voilà. Vous connaissez sans doute le code de déontologie médicale. Il y a celui des infirmiers, des infirmières qui date de 2016 maintenant, celui des psychologues, etc. Voilà. Et après, il faut voir que si la déontologie elle est prescrite vraiment dans un code, dans un document écrit, d'un autre côté, l'éthique, elle ne peut pas vraiment se soumettre à des règles. Il y a le droit
il y a la règle d'un côté, et puis il y a la réflexion sur celle-ci. L'éthique, c'est un petit peu ce qui va créer la règle et ce qui la modifiera. Un exemple, ce serait, par exemple, les lois bioéthiques qui sont régulièrement révisées. La première date de 1994, ensuite il y a eu 2004. Bon, en général, elles sont révisées tous les 6-7 ans. Il y en aura une certainement dans pas trop longtemps d'ailleurs. La dernière révision, c'était 2021. Elle a été précédée des états généraux de la bioéthique. Il y a eu des rencontres citoyennes dans chaque région. Il y en a eu d'ailleurs sur Marseille, à l'espace éthique. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient participé, mais il y avait eu des réunions citoyennes donc sur ces sujets, des réflexions en tout cas, des rencontres, des manifestations aussi parfois, hein, pour ou contre certains projets. Mais en tout cas, il y avait d'intenses réflexions éthiques menées par les professionnels sur ces sujets. Donc c'est une preuve que l'éthique prend place, on va dire d'abord, et puis le droit s'écrira ensuite. Moi, j'aime bien dire que la déontologie, c'est un peu le cousin de l'éthique qui a fait du droit. Voilà. Donc, on voit que c'est à distinguer quand même. La déontologie, c'est le code écrit, ce sont les valeurs propres au métier. Mais l'éthique, c'est quand même ce qui a donné naissance à ce code-là, et c'est aussi ce qui le modifiera éventuellement quand il y aura des révisions, de nouvelles réflexions sur ces sujets. Margot, il nous reste un quart d'heure pour finir le webinaire, hein. D'accord. Voilà, ça passe très très vite. Ouais, Qu'on ça laisse un va. peu de place sur les questions, s'il vous plaît. Ok, ok. Bon, la partie bioéthique, je vais peut-être la passer. Vous verrez voilà, la distinction éthique ou bioéthique. Et on va passer tout de suite aux enjeux dans la pratique, concrètement, en addictologie aujourd'hui. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même de nombreux enjeux éthiques hein, dans la pratique, à commencer par ce qui me semblerait le plus criant, je dirais, qu'il y a un besoin de remettre du sens. Du sens dans le quotidien, dans la relation soignant-soigné, qui est nécessairement mise à mal lorsque les conditions ne sont pas réunies pour soigner convenablement. C'est un peu le moment politique de la conférence. Je fais ça rapidement, mais on ne peut pas faire de l'éthique sans se soucier justement de la bonne santé des personnes, mais aussi des professionnels et des institutions. Le Comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a rendu un rapport en janvier de cette année, le 9 janvier, qui s'intitule Enjeux éthiques relatifs à la crise de la psychiatrie, une alerte du CCNE. Voilà. Je pense que la formulation est parlante pour tous ici. Et j'ai mis une citation d'Angèle Consoli, PU psychiatre et co-rapporteur de la vie, qui est également membre de cette institution. Hein. Le CCNE, c'est l'institution nationale d'éthique. Hein. Vraiment, en France, c'est la référence. D'accord. D'ailleurs, je vous invite à consulter leur site internet à l'occasion. C'est très riche, il y a beaucoup d'avis sur beaucoup de sujets différents. Donc, je lis cette citation. La fragilité de la psychiatrie révèle un paradoxe insoutenable. Alors que les besoins augmentent, les moyens restent insuffisants, amenant à une saturation complète du système de soins. Cette crise dépasse la question des soins. C'est un signal d'alarme pour une société qui sous-estime encore l'impact de la souffrance psychique. Voilà. Il y a donc une urgence humaine hein, et de fait une urgence éthique à pourvoir la psychiatrie des moyens dont elle a besoin pour pouvoir œuvrer dignement, accomplir son rôle, sans quoi les professionnels vont se retrouver démunis, ce qui génère une perte de sens, un sentiment d'injustice et une tension éthique aussi largement palpable, parce que si ce principe éthique n'est pas respecté, les dilemmes ne peuvent qu'augmenter au lieu de se résoudre, en fait. Alors, quel est le rôle de l'éthique là-dedans? Faut pas se méprendre. L'engouement récent pour l'éthique dans ces disciplines, c'est pas celui d'un pansement sur une fracture ouverte, hein, loin de là. Moi, je pense que c'est plutôt à entendre comme une alliée hein, dans le combat un peu vers une société plus juste. Quand le CCNE publie un avis comme celui-ci, il envoie un message clair à l'Assemblée nationale, au gouvernement. Sont les penseurs, les professionnels de France qui s'unissent pour travailler ensemble sur ces sujets, analyser les enjeux éthiques, contemporain, sans jamais obliger, hein, l'intérêt étant de proposer, bien sûr, comme c'est la tradition en éthique. Voilà, donc on a tendance à voir l'éthique un peu comme un garde-fou, cette tradition bioéthique qui fait un peu face au progrès technique, on se demande si on peut le faire, est-ce qu'on doit le faire. Voilà, ça, ce seront les réflexions qui nourrissent largement nos travaux en éthique. Alors, j'avance encore un peu. Deux Quelques minutes, exemples Margot. d'enjeux.
Ouais, c'est pour ça. Quelques exemples d'enjeux contemporains, hein, pour vous les citer, puisque quand même c'est ce qui vous concerne. On a des questions autour du consentement aux soins, on a le secret professionnel, avec la place du soignant en fait, hein, on se pose des questions. On a l'accès équitable au traitement, ce qui relève du principe de justice. On a les problématiques de stigmatisation. On a les questions autour de la RDR, de la réduction des risques. Voilà, donc ça, ce sont un peu tous les sujets sur lesquels on peut travailler en addicto quand on fait de l'éthique. Et donc, puisqu'il me reste 2 minutes, je conclus. Le focus autonomie, tant pis. Je conclus, voilà, pour ça, je me demandais si on avait fait le tour, hein, ou si c'était seulement possible. Moi, je vous dirais que, a priori, non, la réponse est non. C'est un peu comme en psychiatrie, en philo, en éthique, il y a différentes écoles. Vous avez les Freud et les Lacan. Nous, on a pareil, les anciens, les nouveaux, les néos, les tradis. Pour voir un peu plus loin, je vous conseille de vous rapprocher de l'espace de réflexion éthique PACA Corse, qui est quand même une source de renseignements intéressante pour les professionnels. Sinon, vous pouvez évidemment me contacter sur donc Forméthique, à mon site internet ou sur LinkedIn. Je terminerai en disant que à vouloir bien agir, bien faire, il faut faire attention parce que on risque parfois de faire un peu l'exact opposé. Il y a une citation qui dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Voilà, moi je dirais que c'est un proverbe très parlant. Faire de l'éthique, c'est plus que vouloir bien faire ou bien agir. Faire de l'éthique, c'est donc accepter ce doute, supposer qu'on peut trébucher, que la maltraitance, c'est un vrai risque pour tous, et donc rester attentif, se remettre en question. Voilà, merci. Merci beaucoup Margot pour cette présentation. Voilà, c'est vrai que l'enjeu de cette présentation, c'est de faire court et sur un sujet qui mériterait d'aller beaucoup plus loin. Voilà, on a deux questions, on va essayer d'y répondre. Moi, je vais introduire une des questions parce que c'était dans ma réflexion. Voilà, moi, je vois que dans votre présentation, finalement, on voit qu'autour, enfin, autour de la notion du dilemme, en fait, voilà, on est Ouais. soumis à des situations souvent complexes. Et vous l'avez dit, la solution ne va pas de soi, donc il faut discuter. Et moi, j'ai noté la question que dans une équipe pluridisciplinaire, au-delà de la pratique professionnelle, de la singularité de chaque métier, il y a des personnes derrière, voilà, un médecin, une infirmière, un psychologue, un éducateur, etc. Et chacun, on a un système de valeurs. On a vu que la morale, chacun, on a notre système de valeurs. Et finalement, l'enjeu de l'éthique autour d'une situation, c'est que chacun puisse faire sens commun, si j'ai bien compris. Mais la question qui est posée, c'est que des fois, ben, il y a des conflits dans l'équipe sur des systèmes peut-être de valeurs, enfin voilà, tout ce que vous avez défini, de déontologie, etc. Et Mhm. comment dans une instance, une équipe pluridisciplinaire, comment on peut arriver à arbitrer, qui doit arbitrer Mhm. finalement? Donc là, la question est posée par un médecin. Est-ce que c'est le médecin qui arbitre finalement et qui doit arbitrer à un moment donné pour dire on fait comme si, quelle est la bonne solution, quelle est la bonne réponse, quelle est la bonne, si elle existe, ou la moins mauvaise? Alors, dans les situations de dilemme éthique, déjà, il y a plusieurs façons de procéder. Si l'équipe est vraiment enlisée dans un dilemme, que l'équipe est, pardon, scindée et qu'il n'y a plus aucune entente et qu'on n'y arrive plus, peuvent être mises en place une cellule de crise éthique. C'est quelque chose qui se fait. Ça s'est proposé par l'espace de réflexion éthique PACA Corse. Moi, je propose ça également, c'est-à-dire qu'on va venir, en tant que professionnel de l'éthique, rentrer une équipe et mettre à plat ensemble la situation, reformuler ce qui se passe et poser les différentes valeurs en présence pour que chacun arrive aussi à entendre les arguments des uns des autres. Et ça permet parfois de proposer une autre vision. Hein. Ça fait un petit peu un petit souffle d'air sur cette situation qui est enlisée. À voir les choses autrement, à les présenter sous l'angle éthique, ça peut permettre à certaines personnes de basculer plutôt d'un côté ou de l'autre. Au final, alors je ne connais pas la situation, donc c'est un peu difficile de répondre précisément, mais au final, si vous avez une situation médicale qui se présente, la responsabilité est celle du médecin. Euh, la responsabilité, c'est une problématique assez complexe parce que vous avez une équipe. Donc, au niveau du travail éthique à mener ensemble, ça se fait toujours en équipe. C'est extrêmement important qu'il y ait cette collégialité qui se fasse parmi tous les professionnels. Après, c'est vrai qu'il y a la responsabilité médicale, selon
la situation, hein, je ne sais pas, mais donc il y a quand même une personne qui sera responsable au final. Donc c'est important qu'il y ait un travail collectif qui soit fait en amont et que cette collégialité soit largement respectée. Maintenant, si le dilemme n'est pas tranché, vous pouvez soit faire appel à des professionnels de l'éthique pour venir apporter un soutien lors d'une cellule éthique, soit après trancher de toute façon, puisque malheureusement, le principe du dilemme, c'est que les deux solutions ne sont pas satisfaisantes et que l'on est forcé, condamné à choisir entre globalement la peste et le choléra, hein, excusez-moi, mais c'est un peu ça le dilemme, et on se retrouve à trancher et à voir ce qui s'appelle un peu le goût amer, hein, ça s'appelle la doctrine du double effet, c'est-à-dire on est content d'avoir pu trancher la solution et apporter quelque chose, mais en fait, alors il y a une expression qui n'est pas française qui dit que c'est le moins pire, voilà. C'est un petit peu ça, hein, parfois. Donc c'est quelque chose de très difficile pour les professionnels parce qu'on a l'impression de ne pas avoir fait correctement son travail. Mais en fait, quand on est face à un dilemme, on est forcément insatisfait des Ouais. solutions, quoi qu'elles soient. Je pense qu'en partie, voilà, là, il y a une petite précision dont la situation concernée n'était pas médicale, mais je pense que vous avez apporté quelque chose, c'est-à-dire que quand l'équipe n'arrive pas à trouver une résolution, finalement, voilà, c'est de monter à un étage supérieur, Oui, de décaler le propos vers une instance extérieure. tout à fait. C'est le principe quand on fait de l'analyse de pratique professionnelle, c'est que voilà, quand on fait venir une instance externe, donc je pense que voilà, aller vers l'espace éthique, ça peut être peut-être un recours pour pouvoir essayer d'avoir un éclairage différent. Parce que quand on est dans l'entre-soi, souvent, ben, on mouline un peu. Enfin, c'est vrai que prendre de Absolument. la hauteur, c'est intéressant. Il y avait une Mm. autre, enfin, c'est plutôt pas une question, mais plutôt une précision, de dire, est-ce que, attendez, elle est partie, est-ce que la déontologie, que je retrouve, voilà, est-ce qu'on peut dire que la déontologie est l'application de l'éthique dans nos métiers, ou est-ce trop réducteur? Est-ce que la déontologie est une application de l'éthique dans nos métiers? Oui, en quelque sorte. C'est, disons, l'état actuel de la science, j'ai envie de dire. Hmm. Qui force un peu le professionnel, puisque bon, bah, les codes de déontologie sont quand même des documents légaux, hein, donc il y a quand Hmm. même ce côté aussi de volontairement vouloir encadrer la pratique professionnelle et de rappeler les fondamentaux, les valeurs qu'ils portent, etc. Après, c'est vrai que la déontologie, il faut comprendre qu'elle ne naît pas de nulle part et qu'elle n'est pas figée. Là, par Hmm. exemple, la loi sur le droit à mourir, quand elle aura fini ses discussions et sa navette parlementaire qui va peut-être durer encore des années, le code de déontologie en sera modifié. Enfin, donc, le code, c'est quelque chose qui n'est pas absolument rigide, qui est nourri par l'éthique, mais effectivement, c'est un bon reflet des travaux en éthique jusqu'à présent qui ont été menés. Hmm. Hmm. Il y a une question. Alors, comment ne pas tomber dans la formalisation, c'est mis entre guillemets, de l'éthique dans le cadre des évaluations externes des établissements au regard des pratiques quotidiennes en RDR? Alors, dans la formalisation, c'est-à-dire, par exemple, le côté un peu, on a coché la case, on a fait juste la Bah, formation, et puis voilà, c'est ça? ouais, je ne sais pas si la personne peut peut-être intervenir. Marie-Laure, peut-être préciser la question. Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Moi j'aurais compris un petit peu, c'est un petit peu les recommandations de bonne pratique. Enfin, voilà, il faut faire comme ça et pas comme ça. Et que finalement, parce qu'on a vu que dans l'éthique, il y avait quand même bon, là, l'usager, le patient, la personne accompagnée. Enfin voilà, il y a un individu, il y a une personne au milieu qui a aussi Mhm. ses valeurs, son jugement, Absolument. et nous, on doit faire avec ça aussi. Absolument. En fait, c'est vrai qu'il y a un défi un peu contemporain qui est que l'éthique s'est installée largement dans les référentiels. Euh, Pas tout le monde sait vraiment comment s'en saisir. Et il y a le risque d'en faire une case de plus à cocher, d'en faire des réunionites, en fait. Et il y a le risque que du coup, ça perde son sens. Euh, c'est un risque, je pense, qui est à garder en tête, mais ça peut être aussi un bon signe
dans le sens où maintenant, il y a quand même une place donnée à l'éthique et après, il reste aux professionnels, à l'équipe, à l'instance, de s'en saisir de la façon qui serait la plus utile pour eux, la plus intelligente. Ça peut être des formations, ça peut être un accompagnement continu. Moi, je fais même des cafés éthiques pour faire plutôt un temps un peu à part. Ça peut prendre différentes formes. C'est dommage de le voir comme juste une case à cocher, surtout que vous verrez que si jamais, moi quand je fais des séances d'APP, les professionnels, je ne vais pas leur dire il faut faire comme ça et pas comme ça. Au contraire, vous avez bien vu dans ma présentation, l'intérêt étant de sortir un peu du dogmatisme et d'interroger, de poser des questions, de remettre un peu du sens et des valeurs, et puis d'interroger ces valeurs qui soutiennent le Bien métier. sûr, Donc, bien sûr. j'espère que j'ai répondu un peu. De toute façon, voilà, il nous reste une petite minute pour conclure. En tout cas, voilà, vous restez disponible, Margot, hein, s'il y a des questions qui nous arrivent, voilà, on pouvait, pour tous ceux qui ont participé, pouvoir contacter. Juste en conclusion, moi j'ai retenu une chose, c'est que l'éthique, c'est une remise en question continue. C'est-à-dire, quelque part, on a pu traiter une situation complexe aujourd'hui dans une temporalité, voilà. On a pris une décision. Mais demain, cette décision, peut-être qu'elle peut être remise en cause parce que la temporalité, le contexte, l'environnement évoluent. Et donc, finalement, l'éthique, pour moi, voilà, j'aime beaucoup cette notion de réflexion, de remise en cause. Tous les jours, on remet le métier sur l'ouvrage sur le métier pour pouvoir se dire, ben, aujourd'hui, c'était ça, mais c'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, c'est parce que les choses évoluent. Voilà. Oui, parce que les choses évoluent et parce que ça peut nous servir quand même de base, hein. C'est important de voir que ces expériences que l'on a, elles nous nourrissent aussi, c'est une force, mais il faut savoir s'adapter beaucoup, hein, mais de toute façon, tous les professionnels le savent, hein. On a beau apprendre des pathologies, des métiers, chaque personne est différente, chaque usage est différent. Donc, ça nous demande sans cesse de s'adapter. Mais en tout cas, ce qui est important pour qu'un professionnel agisse de façon éthique, j'ai envie de dire, c'est d'être ouvert au doute, d'être ouvert à cette remise en question et de se poser déjà la question, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que là, j'ai bien agi? Enfin, le chemin est déjà à moitié fait, quoi. Voilà. Alors, il reste quelques questions, mais on ne va pas avoir le temps de les traiter, hein. Existe-t-il des groupes de réflexion inter-XAPA? Que je sache, non. Je sais qu'il existe, nous, Arca Sud, on organise des temps de rencontres inter-XAPA où il peut y avoir effectivement une réflexion éthique, mais que je sache, ça n'existe pas. Voilà, on va conclure. Merci Margot pour cette intervention. Pour ceux pour qui c'était trop court, ben, il faut peut-être faire une formation, aller voilà, un petit peu plus loin. Et là, Merci c'est... pour votre participation et puis Merci on beaucoup. se dit à très bientôt pour notre prochain Art Café le 20 novembre. Merci à tous. Très bonne journée à tout le monde. Au revoir. Merci Merci, au revoir. beaucoup. Bonne journée, au revoir.